nous allons demander également à Sodibo de nous rejoindre sur le panel, donc qui est le CEO par intérim de l'association des institutions de destination multilatérale africaine. Donc, je vais peut-être commencer comme ça. La question est lancée avant de m'asseoir. Deux logiques, on nous a dit s'affrontent. Le monde change. Est-ce qu'il faut, quand on parle de pluralité de post-aide, est-ce qu'il faut à tout prix revenir au modèle ancien ou est-ce qu'il faut réinventer un nouveau modèle? Je vais commencer par Jean. Merci et tout d'abord félicitations pour cette édition de l'APO. Je suis venu l'année passée, l'année encore d'avant. Je suis chaque fois de plus en plus impressionné par la qualité des orateurs et des débats. Et je dois me dire, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit jusqu'à présent, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mais aussi le Vice-président du Parlement européen, quand il parlait d'archipel, ça m'a beaucoup parlé, et notamment des voies maritimes, puisque c'est aussi un axe que la Belgique prend beaucoup. On travaille beaucoup sur les questions portuaires. Non, pour répondre à la question, oui, il faut réinventer. Je pense qu'on n'a pas attendu aujourd'hui pour réinventer la coopération. Donc, Enable, c'est l'agence belge de coopération internationale. Et déjà, il y a 5-6 ans, on a lancé une nouvelle stratégie qui s'appelle Act for Impact et qui était déjà dans cette logique de travailler ensemble autour de défis communs et plus du tout dans une logique d'aide et de bénéficiaires. On était dans une logique de partenariat autour de défis communs dans des pays dans lesquels on a un historique de relations, mais aussi des intérêts au niveau du développement, mais aussi commerciaux, sécuritaires, etc. Enable ne travaille pas en isolation, on travaille comme un écosystème et donc aussi de plus en plus avec le secteur privé. Et moi, je considère notre rôle, en fait, et j'entendais la présentation du ministre guinéen Semendou, ils veulent attirer l'investissement privé. C'est notre rôle de travailler dans le cadre des plans de développement nationaux, dans un développement d'un écosystème qui permet d'attirer le secteur privé. Et donc Enable travaille avec des partenaires publics, mais de plus en plus aussi avec des grandes entreprises. Et on estime que notre rôle est de soutenir les réformes des pays pour les rendre, entre guillemets, plus attractifs pour ces investissements. Je vous cache pas qu'il y a un énorme travail à faire aussi en Europe dans le changement de narratif. Ce narratif, j'ai parfois l'impression qu'il est mieux compris par les partenaires africains que parfois par les décideurs politiques européens, qui restent parfois dans une logique encore de méconnaissance des enjeux et des opportunités du continent africain. Et là, je pense qu'il y a un travail, et c'est bien que ce APO se passe à Bruxelles, de conscientiser aussi le citoyen européen que l'Afrique est l'avenir du monde et l'avenir de l'Europe. Et j'ai tendance à dire que l'Europe a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de l'Europe. Et ce discours-là, il y a encore énormément de travail à faire pour le passer ici en Europe. Merci beaucoup, Jean. So, Papa Didier, you are now serving as the acting executive secretary of the Alliances of African Multilateral Financial Institutions. How have those institutions received the recent change in terms of determining the perspective of partnership, global donors reducing their contribution? Maybe that means that you have to play better, or is it a kind of signal of a failure of what we're doing before? How have you said it? How have you received this recent shift in the global landscape of donors or partnership, let's try that? Thank you very much and good morning everyone. So first of all, let me thank the organizers and congratulate them for the excellent organization, very well put together program, as well as an invitation to speak at this very important event. I will introduce the Alliance very quickly. It's the Alliance of African Multilateral Financial Institutions. It's a platform for coordination for African-owned, African-established multilateral financial institutions. So we have our 12 members, including Afreximbank, Africa Finance Corporation, African Reinsurance Corporation, TD, and a range of other institutions that were created specifically by African states and African countries to address the financing gaps of the continent. So the Alliance is a platform for
coordination, for collaboration and cooperation on policy issues, policy engagement, as well as in terms of deploying our financing instruments and tools and balance sheets in an effective, efficient, and coherent manner. And back to the question, I think if there is anything that the current global dynamic with the reduction or sometimes elimination of aid, a deeper focus on self-motivated or self-interested transactional arrangement has done, is that it has justified the purpose for the existence of the African multilateral financial institutions. If anything at all, it has established the need for agency among African institutions, agency in terms of our ability to deploy capital, African capital, to partner with good partners that want to co-deploy capital for us to be able to address African development finance priorities. And there are a number of key examples that I can use to establish this. Okay, thank you. Monsieur l'ambassadeur Betsy, vous revenez de la vibrante ville de Kinshasa. Quand on va à Kinshasa, j'avais la chance d'y aller, j'y étais après il y a 2 semaines. Et quand on revient ici, Kinshasa, je prends Kinshasa parce que nous en revenons, mais quand on revient de nos villes, et quand on revient ici, qu'on parle aux partenaires, on n'a pas l'impression qu'on parle des mêmes pays et des mêmes entités. Nous, sur le continent, nous voyons la dynamique. Nous voyons les projets. Mais aujourd'hui, lorsqu'on va vers le dialogue de partenariat, on sent encore une sorte de réticence. Parce qu'est-ce que le risque perçu est trop grand? Est-ce que le travail que vous menez au niveau des affaires étrangères consiste aussi à faire en sorte que, dans le dialogue, vous aidez ensuite les partenaires qui vont aller sur le terrain à comprendre mieux ce que sont ces pays, qu'est-ce qu'ils proposent, et comment est-ce que cela peut aboutir à un projet commun un peu plus avancé, un peu plus équilibré. C'est juste une idée, tu sais. D'accord, je vais essayer de répondre. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles au nom du gouvernement belge. Mais je crois que, comme Jean l'a dit dans son intervention, hein, on est quand même dans une autre approche de part et d'autre. On parle de partenariat. Là, c'est vraiment partnerships, the keyword. Et ça veut dire qu'on est aussi dans un autre narratif. Nous, de notre côté, en tant que donateurs, on doit aussi changer notre narratif vis-à-vis de nos propres concitoyens, parce que vous savez, vous connaissez le contexte dans lequel on est, contexte budgétaire difficile, et donc évidemment, l'aide additionnelle, c'est souvent la première victime quand on doit faire des économies des comptes. Donc, on doit, nous aussi, développer un narratif pour expliquer aux contribuables pourquoi c'est important de faire ce qu'on fait. Pourquoi c'est important d'investir dans des projets en Afrique ou ailleurs. Et parce que ça répond aussi à notre intérêt. Et donc, c'est ça, cette idée de partenariat, c'est à la fois dans l'intérêt, bien sûr, des pays destinataires, c'est aussi dans notre intérêt, bien. Et donc, ça, c'est important. Alors, quand vous parlez de projet, c'est exactement cette approche-là. C'est-à-dire que l'Union européenne, dans cette nouvelle approche de Global Gateway, elle s'engage dans des projets qui sont vraiment multiformes. Ils sont 360 degrés, comme on dit, et qui comportent différentes dimensions. Alors, c'est parfois un peu complexe à expliquer. Et c'est peut-être ça que vous voulez dire, que parfois, ce dialogue est pas toujours facile, n'est pas toujours évident. Mais je pense que beaucoup des aspects qui se trouvent dans cette approche à 360 degrés sont des aspects qui répondent, en réalité, aux demandes, aux attentes des pays africains eux-mêmes. Prenons
je sais pas, le respect des normes environnementales, les normes sociales. Là, on a entendu Monsieur Ngbo qui en a parlé tout à l'heure. La création de valeur ajoutée, on l'a entendu aussi. Toutes ces choses-là sont des éléments justement qu'on va retrouver dans tous les projets Global Gateway. Mais ça en fait évidemment des projets avec une certaine complexité. Et de nouveau, on doit bien s'entendre, se comprendre. Et ça nécessite, oui, un dialogue évidemment renforcé. Et c'est ça le but aussi. Alors, C'est le partenariat. pour peut-être relancer, préciser, merci, je pense que vous avez répondu. Mais allez un peu plus loin, parce que vous êtes envoyé spécial pour les droits à la Corsique. Vous avez une collègue qui est envoyée spéciale pour le Sahel. Et j'ai vu comprendre qu'il y a un envoyé spécial pour les CRM. Parce que vous avez aussi compris qu'il faut une logique d'intégration, il faut une logique, est-ce qu'il y a plus cohérente au niveau régional que d'avoir une approche pays, parce que nous on était agréablement surpris de voir que la Belgique a été, dans le premier temps, quand il y a eu les mouvements au Sahel, un des rares pays européens à se dire, mais nous on reste au Sahel, parce que ce pourquoi nous y étions, la dynamique n'a pas changé, on n'a pas encore réussi ce que nous faisons, donc quels que soient les changements par ailleurs, nous restons. Alors, comment est-ce que cette dynamique régionale, c'est d'être, parce que vous êtes envoyé spécial pour toute une région, il y a Nicolas Poudre du Pépoun, j'allais dire, une chaîne de valeur, les CRM. Est-ce que c'est aussi un changement d'approche, c'est quelque chose qui répond à une évolution nouvelle? Alors c'est pas tout à fait nouveau, hein, parce qu'on a des envoyés spéciaux pour les régions depuis longtemps. Donc ça c'est pas nouveau, mais effectivement oui, ça répond à la volonté d'approcher une région dans son ensemble, dans sa totalité. Bien sûr, nous avons des ambassadeurs dans les différents pays, mais il y a un intérêt, évidemment, une valeur ajoutée à avoir une approche régionale. C'est clairement le cas, effectivement, dans le Sahel. C'est aussi le cas dans la région des Gros Lacs, où on voit bien, face le conflit d'Est de la RDC, c'est un conflit régional. Et donc, il faut l'adresser comme tel. Et en ce qui concerne les CRM, ça par contre, oui, c'est un nouveau poste, ce poste d'envoyé spécial pour l'énergie, mais aussi les CRM. Ça c'est nouveau, et je pense que oui, c'est dans l'air du temps, bien sûr. C'est venu aussi avec la réalisation de l'Europe. On a besoin de cette autonomie stratégique dans ces domaines-là, et qu'on doit diversifier le partenariat et ne pas dépendre uniquement de certains. Et donc, bien sûr, l'Afrique, là, est un partenaire très, très intéressant et très important. Et d'où cette approche, voilà, avec un envoyé spécial. Babajide, how our multilateral institutions of the continent are tackling the issue of rating of our countries? Because I think there's something fundamental there. As I was saying, the dynamic we are seeing is not reflected on how international partners are pricing our economies. So is it a role for you to play there? How are you approaching the issue? Absolutely, there's a role. And I think on the issue of African risk perception and African ratings, one might say that it's quite an interesting dynamic that to a very large extent, Africa has outsourced its risk perception. So it is others that do that do risk perception and do ratings for the continent. Part of the challenge, of course, is that we are largely capital dependent. We try to import a lot of capital from our partners. So to that extent, of course, who you're getting the capital from can have the privilege of determining the kind of risk, the kind of risk that you have, including through the ratings. So one of the things that African multilateral financial institutions are doing to change this dynamic is an emphasis on domestic resource mobilization. In line with a study that was released last year by one of our members, the Africa Finance Corporation, it discovered that in the continent we have up to $4 trillion of deployable capital, right? With pension funds, foreign reserves, assets, balance sheets of financial institutions, as well as insurance and reinsurance companies. But the challenge is that the finances, the $4 trillion, they are placed in
fragmented pools. You find some in Central Africa, West Africa, Nigeria, Equatorial Guinea, and because they are in fragmented pools, you are not able to aggregate and deploy for transformative effect. Let me give the example of the Dangote refinery, which is an incredible story now, particularly with what is going on in the Gulf. When Alhaji Dangote wanted to put together the refinery, there was a lot of skepticism. He had a lot of challenges even with raising international finance. But however, at the end of the day, 70% of the financing, which he was able to use to develop the refinery, came from aggregated African capital, particularly through African financial institutions, African multilateral financial institutions like Afreximbank and AFC. But that just gives an example of what can be done when we're able to aggregate African capital to deploy it towards our own transformation priorities. And that is something that African financial institutions are working with governments to do. There are a number of actions that need to be taken to enable African capital flow within the continent much more easily. Sometimes it is easier for African capital to be deployed to the West to finance the West than for it to be deployed within Africa to finance African priorities. And I think African multilateral financial institutions act as aggregators, they act as intermediaries to really address and challenge this problem. Oh, thank you. So, good luck. Jean, vous imaginez bien qu'on ne peut pas éluder la question du Global Gateway. Ça ressemble à un serpent de mer, on ne sait pas. On m'a dit récemment, si on pose la question de la définition, de l'explication à 3 personnes, on a 4 réponses différentes. Alors, comment est-ce qu'on se positionne? Quelle est réellement, je ne vais pas vous demander d'expliquer l'idée, mais aujourd'hui, si on doit réinventer comment est-ce qu'on intervient en partenariat avec les pays, quelle serait la bonne articulation? Il n'y a pas de formule magique, mais comment est-ce qu'on arrive à aller chercher les bons projets publics, mais privés, et comment est-ce qu'on arrive à bien positionner l'argent public qui devient rare pour qu'on puisse avoir un maximum d'effet levier? Merci, excellente question. La première chose sur Global Gateway, je crois qu'il faut le défendre parce que en Europe, parfois, il y a une tendance à critiquer ce que nous-mêmes proposons, ce qui n'est pas. Je pense que Global Gateway correspond exactement aux demandes qui ont été faites ce matin par les différents intervenants. C'est une manière d'attirer de l'investissement privé en maximisant effectivement l'utilité de l'argent public. Et ça a été dit ce matin par plusieurs intervenants aussi, l'aide publique au développement, c'est peanuts par rapport aux besoins internationaux en développement. Il y a des chiffres qui ont été donnés ce matin et c'est vrai, c'est 200 milliards de ODA par an, c'est pas grand-chose par rapport à une population en Afrique qui va faire 4 milliards d'habitants. Donc on est tous réalistes que c'est pas l'aide publique au développement qui va faire la différence, c'est le levier qu'on peut créer pour attirer l'investissement privé. Et en fait, Global Gateway, c'est ça. C'est une manière de faire du leverage d'argent privé. Moi, je pense qu'il faut faire maintenant, dans le cadre de la relation Europe-Afrique, c'est convaincre nos décideurs politiques que la réindustrialisation de l'Europe et l'industrialisation africaine vont de pair, et ça a été dit ce matin aussi. On doit considérer l'Afrique et l'Europe pour les questions géographiques. On a un intérêt commun à s'aider mutuellement, à se développer. L'Europe est aussi en développement. D'une certaine manière, hein. On est en crise budgétaire, comme ça a été dit. On doit se réinventer, et je pense qu'il y a un intérêt commun à le faire ensemble autour de chaînes de valeur, autour d'industries dans lesquelles on a l'expertise. Le cas de la Belgique, on a une expertise sur la pharmaceutique, sur les corridors logistiques, sur le transport, les ports. Mais c'est l'expertise qu'on peut amener et qu'on amène à nos partenaires africains pour co-construire ces chaînes de valeur dans le cadre des corridors stratégiques de l'Union européenne notamment. D'autres pays Européens ont d'autres forces, et c'est ça qu'ils doivent mettre sur la table. Donc pour moi, c'est ça que Global Gateway. C'est en fait, une erreur selon moi du passé, de la coopération, c'était d'agir dans des secteurs qui sont pas en fait nos forces. Moi, j'entends bien le ministre guinéen qui dit, mais en fait, j'ai le choix de partenaires et je vais prendre l'offre partenariale qui me convient le mieux en fonction de mes intérêts.
C'est tout à fait logique. Donc c'est à nous, en tant qu'Européens, de définir cette offre partenariale. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas uniquement Enable avec notre expertise, mais c'est le secteur privé, le secteur public, ensemble. Et là, je voudrais quand même aussi dire qu'il faut pas cracher non plus sur le passé, parce que j'entends parfois dire oui, ça n'a pas marché. Moi, j'ai fait une vidéo récemment sur les résultats de la coopération belge sur les 3 dernières années. En santé, on a permis d'avoir des naissances assistées par du personnel médical qualifié, plus de 2,5 millions de naissances sur le continent africain. 2,5 millions, c'est quasi le même nombre que le nombre de naissances par an dans l'Union européenne. C'est pas négligeable, donc il faut pas non plus... Enfin, Global Gateway est une bonne évolution, mais il faut pas non plus renier le passé. Et alors aussi, l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est de copier la Chine ou de copier les autres. L'ambassadeur Pexted vient de le mentionner, c'est l'approche 360. Et là, je pense que c'est la valeur ajoutée de l'Europe par rapport à d'autres partenaires mondiaux. C'est si on arrive à justement combiner cet investissement privé en gardant l'aspect social, protection sociale, qui a fait la richesse de l'Europe aussi, il faut pas le négliger. Là, je pense qu'on a un partenaire très attractif pour l'Afrique, parce que on amène le privé, mais aussi ce modèle social qui, je pense, répond notamment à ce qu'a dit le président du Malawi, de répondre aux besoins des populations aussi. Et là, je pense que l'Europe a vraiment une carte à jouer. Je peux vous attester que l'esprit Team Europe semble exister parce que j'ai vu votre collègue de l'AFD qui est acquis pendant que vous parlez. Donc, je pense que il y a quelque chose qui se crée. Ok, bon, je pense je vais essayer de contribuer à rattraper le temps. Et je pense que les messages sont bien passés. Je vais juste vous demander à chacun, puisque nous sommes dans les forces du futur, s'il y a une action urgente à mener en termes de redéfinition du plurilatéralisme et de l'action dans la nouvelle configuration, ce qu'on appelle post-PS. Quelle serait-elle? Donc, je vais peut-être commencer par l'ambassadeur de Pepsine. Je vais voir les états de réagir. Mais j'en semble d'être prêt déjà. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est quoi l'urgence aujourd'hui dans la nouvelle configuration de l'approche qu'on a par rapport aux partenariats internationaux? S'il y a une action urgente à mener, quelle serait-elle? Je pense que l'urgence, c'est d'aller sur le terrain et de le faire, de réaliser ce que Jean a évoqué. Et bon, je reviens de NTC et on a parlé par exemple des projets du couloir vert. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. L'idée, c'est de faire se rejoindre l'est de la NTC en conflit en ce moment avec l'ouest. Et en se faisant aussi assurer la protection de l'environnement, c'est évidemment la forêt. Un réservoir extraordinaire en termes de politique climatique, à la fois protéger, mais en même temps développer des activités économiques pour la population qui peuvent être un substitut à la fois au conflit, mais aussi aux activités illégales, déforestation, etc. Et donc tout ça, ça répond, c'est de rien, mais ça répond à énormément de problèmes auquel la LDC est confrontée aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'allais là à la fois pour parler du conflit à l'Est, très actuel qui est là et qui fait des victimes chaque jour, et en même temps on a parlé de ce couvre-feu. Et alors que se dire, oui mais comment est-ce possible que dans un pays en guerre, dans une région en conflit, on parle d'un projet comme ça, est-ce que c'est réaliste? Et la réponse c'est oui. La réponse, il faut pas attendre, il faut pas se dire, ouais, on va en reparler quand le conflit sera résolu. Non, il faut en parler aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va résoudre aussi le conflit. Il faut croire en ça. C'est ça l'urgence. Merci beaucoup. Jean? Moi, l'urgence, je pense que c'est ici en Europe, c'est ouvrir les esprits sur l'intérêt qu'on a d'un partenariat avec l'Afrique et je pense qu'il y a beaucoup plus en commun qu'on ne le pense. On a parfois tendance en Europe à rester sur nos vieux partenariats. Moi, je crois plus au Nord global ou au Sud global. Je crois vraiment à cet axe Afrique-Europe. Mais il y a du travail à faire ici, auprès de l'opinion publique, pour se rendre compte qu'en fait l'Afrique est une terre d'opportunités. Et là, dans les médias, dans les débats ici en Europe, il y a encore beaucoup de travail à faire pour changer le discours. Et là, je pense qu'un forum comme le vôtre a vraiment un rôle à jouer. Merci beaucoup et merci de continuer à être un soutien pour le travail que nous essayons de faire ensemble.
Babajide. Yeah, thank you very much. And well, what I'll mention is, well, if you can count something that has been a perennial problem and an emergency, then it's an emergency, and it's around lowering the costs of African capital. Capital is global. The way it moves is global. You have initiatives like the Global Gateway. You have partners that are capital rich. Then why is it that the costs of capital that comes for African investment to the continent, it is still too high? It is prohibitively high, and is not able to sustainably finance the transformation that we want. And I think part of the challenge is that we've understood the problem, but we're trying to use outdated models that are broken, and outdated global financial architecture that has systematically ingrained this high cost for the continent into its system. And I think working with partners and having conversation and dialogue as partners with Europe and other stakeholders, we can really try to figure out how to lower the effective cost of financing like this into the continent. And I think it would be a win-win for everybody. Thank you. We have been able to do some cuts this morning, so we have halved the duration of our panel. So I think there's a good beginning. Let's try to do better. Definitely, and then this is a criticism I've been applauded, but I think definitely we cannot be continuing having 2 hours delay in our debate. So we'll have to improve on that. Edie, if you are here, so definitely we apologize for that, and then we'll try to make sure that we have enough time for the debate. And thank you. Thanks to the panelists. And we look forward. Part of the conversation will also happen this afternoon in the NAFA session.